Millionnaire entre dans un immeuble abandonné et trouve une petite fille mendiante avec un bébé de 9 mois. Thomas Delcourt vivait enfermé dans une prison qu'il avait lui-même construite. Ce n'était ni une cellule faite de murs de béton, ni une cage dorée comme certains l'auraient dit en le voyant descendre d'une berline noire devant les tours de verre du quartier d'affaires de la Défense. Non, sa prison à lui était faite de chiffres, d'horaires rigides, de silences calculés, de regards fuyants et de souvenirs verrouillés dans un coin précis de son esprit, celui qu'il ne visitait plus jamais. À 54 ans, Thomas avait bâti un empire immobilier sur la régularité absolue et une discipline qui frôlait l'obsession. Chaque matin, à 6 heures précises, il se levait dans son appartement situé avenue Foch. Il prenait un café noir sans sucre, lisait les dernières tendances du marché sur sa tablette, puis entamait une série d'appels avant même que les bureaux de son entreprise ouvrent. Il ne se permettait aucune distraction, aucun retard. Même les rendez-vous imprévus étaient imprévus. Il n'y avait pas de place pour l'imprévu, pas depuis la mort de Camille. Camille était son souffle, son imprévu préféré. Elle était le rire dans la cuisine quand il ne s'y attendait, pas le désordre dans les valises avant un voyage, l'odeur de lavande sur les draps. Elle était aussi celle qui lui avait dit, un jour d'été, que l'argent n'avait pas d'odeur, mais que le bonheur, lui, sentait le pain chaud et la pluie sur les toits. Puis, un soir, elle n'était plus là. Un accident stupide. Une voiture en feu. Une absence que rien ne remplaça. Depuis, Thomas avait tout refermé. Le cœur les volets de la maison de campagne, les souvenirs. Ce jour-là, cependant, il avait décidé de faire une chose qu'il n'avait pas faite depuis longtemps. Visiter personnellement l'un de ses anciens bâtiments. Situé dans le 18e arrondissement de Paris, le bâtiment était en cours de réhabilitation. C'était un immeuble vétuste, abandonné depuis plus d'une décennie, que ses équipes avaient récemment récupéré pour une transformation en logements sociaux de standing. Il aurait pu envoyer un assistant. Il en avait 7. Mais quelque chose, une intuition peut-être, ou simplement le besoin de rompre l'automatisme, l'avait poussé à s'y rendre lui-même. Il arriva en fin de matinée, vêtu d'un manteau, de laine sombre malgré le soleil printanier. La rue était calme, presque figée. Un chat traversa devant lui, et les volets branlants des boutiques fermées vibraient doucement sous la brise. Le bâtiment se dressait là, silencieux, imposant, comme s'il attendait. La porte d'entrée était verrouillée, mais il avait les clés. Il entra. L'intérieur empestait la moisissure, la poussière, l'oubli. Le hall d'entrée était dévasté, les murs couverts de graffitis et l'ancienne cage d'ascenseur ouverte comme une blessure béante. Chaque pas faisait craquer les lattes sous ses semelles. Il gravit lentement l'escalier principal, observant les plafonds fissurés, les restes de mobilier abandonnés, les bouteilles vides, les traces d'un passé qu'il n'avait jamais connu que. Alors qu'il atteignait le 2e étage, il sentit quelque chose d'étrange. Un courant d'air peut-être, ou une tension dans l'air. Il s'arrêta un instant. Rien. Puis, comme si le bâtiment répondait à son silence, un bruit lointain se fit entendre. Un craquement? Non. Un gémissement. Léger. Lointain. Thomas fronça les sourcils. Il se concentra. C'était plus qu'un bruit. C'était un son humain, un souffle haché, un murmure. Un pleur? Il resta immobile, le cœur soudain un peu plus rapide. Il connaissait les bruits des immeubles vides, les échos, les mouvements de l'air. Mais cela, c'était un sanglot, faible, presque inaudible. Il le suivit, gravissant un étage supplémentaire, lentement, avec précaution. Les marches étaient glissantes, certaines cassaient sous son poids. Il s'accrocha à la rampe rouillée. Le bruit devenait plus net, un mélange de tout et de pleurs étouffés. Il arriva au 4e étage, là où les fenêtres étaient à briser, laissant entrer la lumière grise de la rue. Une porte entr'ouverte laissait voir l'intérieur d'un ancien appartement. Il s'avança, entr'ouvrit la porte du bout des doigts. Ce qu'il vit le figea. Dans un coin sombre de la pièce, posée sur un matelas en lambeaux, une silhouette recroquevillée. Une enfant, pas plus de 11 ans, maigre, les cheveux en bataille, les vêtements sales, les yeux immenses et fixes, et dans ses bras, enveloppé dans un tissu usé, un bébé. Il pleurait faiblement, le visage rouge, les yeux fiévreux. Thomas resta figé quelques secondes, incapable de comprendre ce qu'il voyait. La fille le regarda sans crier, sans bouger.
Elle serra simplement un peu plus fort le petit contre elle. Il y avait dans ses yeux quelque chose d'inhabituel pour une enfant. Ni panique, ni terreur, mais une défiance calme, comme si elle l'attendait. Il voulut parler, mais aucun mot ne sortit. Il recula d'un pas, la tête soudain pleine d'interrogations. Que faisaient ces enfants ici? Depuis combien de temps? Où étaient les adultes? Était-ce un piège? Une mise en scène? Il sentit son cœur cogner plus fort, non de peur, mais d'un trouble profond, presque ancien, qu'il n'avait pas ressenti depuis trop longtemps. Il referma doucement la porte, fit quelques pas en arrière. Il n'avait pas de réponse, pas de plan, pas de procédure. Il se tenait là, dans un couloir décrépit, devant une réalité qui échappait à tous ses tableaux Excel. Pour la première fois depuis des années, Thomas Delcourt ne savait pas quoi faire. Thomas Delcourt resta figé quelques instants en bas des escaliers, comme si la scène qu'il venait de voir pouvait s'effacer d'elle-même s'il la quittait assez vite. Mais même après avoir descendu 2 étages, les images restaient là, ancrées dans son esprit. Le visage fermé de la fillette, le petit corps frémissant du bébé, ce coin sombre et humide qui servait d'abri. Ce n'était pas un rêve, ni une hallucination due à la poussière ou au souvenir de Camille. C'était réel, et l'écho du pleur continuait, même dans le silence du couloir vide. Il s'arrêta à mi-palier. Il n'avait pas prévu cela. Il n'y avait pas de case dans son emploi du temps pour rencontre avec une enfant sans domicile. Il n'avait jamais été du genre à improviser, encore moins à s'impliquer dans ce genre de situation. Tout dans son esprit lui hurlait de quitter cet immeuble, d'appeler les services sociaux, la police ou n'importe quelle autorité compétente. Mais ses jambes ne bougeaient pas. Quelque chose profondément enfoui en lui le retenait là, remonta, lentement. À chaque marche, il sentait le poids de la décision qu'il n'avait pas encore prise. Il ouvrit à nouveau la porte de l'appartement délabré. La scène n'avait pas changé. La fillette était toujours là, dans la même position, comme si le temps s'était figé autour d'elle. Seul le bébé avait cessé de pleurer, épuisé, respirant par saccades. Elle leva les yeux vers Thomas, le détailla du regard sans la moindre trace de peur. Juste cette méfiance tendue, cette maturité déconcertante qui n'avait rien à faire sur un visage aussi jeune, il fit un pas en avant. Elle ne bougea pas. Il fit un autre pas, puis s'arrêta à bonne distance. Il ne voulait pas l'effrayer davantage. Il savait qu'il n'avait ni la douceur d'un éducateur, ni l'aisance d'un père. Il n'avait jamais eu d'enfant. Camille voulait attendre. Puis la vie n'avait pas attendu. Il chercha ses mots. Je ne vais pas vous faire de mal. La voix de Thomas semblait étrangère à lui-même, râpeuse, hésitante. Il n'avait pas parlé ainsi depuis des années. La fillette ne répondit pas. Elle resserra simplement sa prise autour du bébé, qui gémit faiblement. « Comment tu t'appelles » ? Toujours rien. Elle fixait ses chaussures, ses mains, ses mouvements, mais pas ses yeux. « Il a de la fièvre » demanda-t-il, en désignant doucement le nourrisson. Un silence, puis un mouvement imperceptible de la tête. « Oui. » Thomas s'agenouilla, gardant une certaine distance. Il observa le bébé, la peau rouge, la respiration sifflante. Il ne s'y connaissait pas, mais même lui pouvait deviner que quelque chose n'allait pas. Il pensa encore une fois à appeler une ambulance, mais quelque chose dans le regard de la fillette l'arrêta net. Il comprenait. Elle ne voulait pas qu'on les sépare, elle ne voulait pas être prise en charge. Elle voulait rester là, avec ce petit être dont elle s'occupait comme si sa propre vie en dépendait. Il fouilla dans la poche intérieure de son manteau, en sortit un mouchoir propre et une barre énergétique qu'il avait toujours sur lui, au cas où. Il tendit doucement la barre. « Pour toi, tu dois manger. » La fille hésita, puis tendit lentement la main. Le geste était mécanique, méfiant, mais elle prit la barre et la glissa dans sa poche. Elle ne dit toujours rien, mais elle n'avait pas fui, pas crié, pas supplié non plus. « Je m'appelle Thomas », il attendit comme si le fait de se présenter allait déclencher une réponse. Mais la fille garda le silence. Il fit un dernier effort. « Je reviens demain », dit-il, avec des couvertures. Et de quoi manger. Cette fois, il crut voir une lueur passer dans ses yeux, un mélange de surprise et de doute. Peut-être d'espoir, mais un espoir discret qu'elle n'osait pas encore nommer. Thomas se releva, recula lentement et quitta l'appartement. En sortant du bâtiment, il inspira l'air frais comme s'il remontait d'un puits.
La rue semblait inchangée, mais lui, non. Il ne comprenait pas encore pourquoi, mais il savait qu'il ne pouvait pas les laisser là. Le lendemain matin, il ne se rendit pas directement à son bureau. Il passa d'abord par une pharmacie, puis un supermarché. Il acheta des couches, du lait infantile, des fruits, du pain, des barres céréalières, des lingettes, des médicaments pour la fièvre. Tout ce qu'il put trouver sans ordonnance. Ensuite, il alla chercher 2 couvertures épaisses et une lampe de poche. Il avait l'air d'un homme se préparant pour un campement, mais son regard ne trahissait aucune légèreté. Il savait exactement ce qu'il faisait. Et pourtant, il n'avait jamais été aussi incertain. Il retourna au bâtiment en début d'après-midi. Il monta les escaliers plus vite cette fois. Ouvrit doucement la porte de l'appartement. La file était toujours là. Elle n'avait pas fui. Elle avait même disposé un vieux morceau de bois devant la porte, comme une barrière dérisoire. Thomas posa le sac sur le sol, sortit les couvertures et les tendit doucement. La fille les prit, les déplia, les inspecta, comme si elle les jugeait trop beaux pour être vrais. Puis elle parla, enfin. Une voix faible, rauque, presque éteinte. Léa, il mit quelques secondes à comprendre qu'elle venait de lui dire son prénom. « C'est joli, dit-il. » Et lui, il désigna le bébé. Maxime, Thomas hocha la tête, gravant les 2 noms dans sa mémoire comme des promesses. Il ne dit rien d'autre. Il ne voulait pas la brusquer. Il resta encore un moment puis s'en alla, laissant le sac de provisions et les médicaments derrière lui. En sortant de l'immeuble, il croisa le regard d'un passant qui le regardait bizarrement. Un homme en costume, avec un sac rempli de couches et de lait infantile. Il ne s'en soucia pas. Ce jour-là, pour la première fois depuis longtemps, Thomas Delcourt sentait que sa journée avait eu un sens. Thomas revint 2 jours plus tard. Il avait voulu venir la veille, mais une réunion interminable et l'arrivée d'un investisseur étranger l'avait retenu. Pourtant, tout au long de ces heures passées à discuter de taux, de rendement et de plans de rénovation, une pensée ne cessait de le hanter. Léa. Elle et le petit Maxime, seuls dans cet immeuble froid, recroquevillés, dans une pièce en ruine, entourés de silence et de poussière. Il s'était surpris à vérifier l'heure plusieurs fois, à tapoter nerveusement son stylo contre la table, en pensant à la fièvre du bébé, à la maigreur de la fillette, à son regard sombre et direct. Quand il arriva enfin à la porte du bâtiment, un sac à dos rempli de vivres sur l'épaule et une couverture thermique enroulée sous le bras, son cœur battait plus vite que d'habitude. Il ne comprenait toujours pas ce qui le poussait à revenir. Il aurait pu appeler les services compétents, aurait pu faire ce qu'il fallait. Mais il ne l'avait pas fait. Il avait menti à ses collègues, avait modifié son agenda. Tout cela pour revenir ici, dans cet endroit puant l'abandon et l'humidité. Il monta les escaliers 4 à 4, s'arrêta devant la porte, frappa doucement. Léa ouvrit presque immédiatement, comme si elle l'attendait. Elle avait noué ses cheveux en arrière avec un élastique rouge délavé. Son visage restait sale, ses vêtements toujours les mêmes, mais elle semblait un peu moins figée que les jours précédents. Maxime dormait dans un vieux coussin qu'elle avait placé dans un carton vide, couvert par une des couvertures que Thomas lui avait laissées. Il dormait profondément, les joues encore légèrement rouges, mais moins tendues, et sa respiration semblait plus régulière. Thomas entra sans un mot. Il déposa le sac à côté de l'improvisé berceau, sortit quelques boîtes de conserve, des biscuits secs, une nouvelle bouteille d'eau minérale et une peluche qu'il avait hésité à acheter, mais qu'il avait finalement prise sans vraiment savoir pourquoi. Léa ne bougea pas. Elle observa immobile, sans une once d'émerveillement ou de gratitude dans les yeux. Ce n'était pas de l'ingratitude, Thomas le comprit instinctivement. C'était de la résistance. Elle refusait de se montrer faible, refusait de donner l'impression qu'elle avait besoin de lui. Elle prenait ce qu'il donnait, mais elle ne quémandait rien. « Tu as mangé aujourd'hui » demanda-t-il en s'agenouillant pour mieux voir. Maxime, elle haussa les épaules. Un peu. Il va mieux, on dirait. Elle hocha la tête, toujours silencieuse. Il y avait dans ce mutisme une forme d'affirmation de soi. Elle contrôlait ce qu'elle révélait. Même dans la misère, elle voulait choisir ce qu'elle laissait paraître. Ce n'était pas une mendiante, ce n'était pas une victime qui tendait la main. Elle était une gardienne, une forteresse. Cela troublait Thomas, plus encore que s'il l'avait trouvée en larmes, suppliant de l'aide. Il tenta une nouvelle approche. « Tu veux que je t'aide à le porter à l'hôpital ? Juste pour vérifier s'il va vraiment mieux ?» Elle se
tourna lentement vers lui. Pour la première fois, une étincelle d'émotion traversa son regard. Pas de panique, mais une tension, presque imperceptible. Non, pas l'hôpital. Pourquoi? Elle ne répondit pas. Il ne poussa pas. Il se contenta de hocher la tête, respectant cette limite invisible qu'elle venait de lui poser. Il resta encore un moment, assis sur une caisse renversée, en silence. Léa ouvrit une boîte de sardines, mangea à même la conserve. Elle ne proposa rien, ne s'excusa pas. C'était comme si elle acceptait simplement l'existence d'un adulte dans sa bulle, pas comme un sauveur ni même un invité, mais comme une présence tolérée. Le lendemain, Thomas revint encore. Il lui apporta des vêtements. Un jean, 2 t-shirts, un gilet, des chaussettes. Il savait qu'elle ne les mettrait pas tout de suite, mais il les laissa là, pliés dans un sac propre. Léa l'observa faire, puis dit simplement « Merci, un mot ». C'était peu, mais venant d'elle, cela résonna comme une faille dans le mur qu'elle avait construit autour d'elle. Thomas ne répondit pas, de peur de briser ce fragile moment de reconnaissance. Il s'assit à nouveau, regarda Maxime, qui s'agitait, dans son sommeil. Léa le couvrit délicatement, vérifia sa température avec le revers de la main. Elle avait les gestes d'une mère, d'une sœur, d'une adulte avant l'heure. « Il est ton frère ?» demanda-t-il avec précaution, mais là, acquiesça. « Ma sœur l'a eu, mais elle est partie. » « Partie où ?» Elle haussa les épaules. Il comprit qu'il n'en saurait pas plus aujourd'hui. Mais cette simple phrase était une ouverture, une part du voile qui se levait. Elle n'inventait rien, ou du moins, elle croyait à ce qu'elle disait. Et cela suffisait pour l'instant. Avant de partir, Thomas lui laissa un vieux téléphone portable. Simple, sans accès Internet, mais avec un crédit d'appel. Il lui montra comment l'utiliser. Elle le prit en silence, le regarda comme si c'était une bombe. Puis enfin, elle murmura « Tu vas revenir demain ?» « Oui. » Elle hocha la tête. Et ce petit geste, si banal dans un autre contexte, fut pour Thomas une promesse silencieuse. Elle commençait à l'attendre, peut-être même à lui faire confiance un peu. Il sortit de l'immeuble sous un ciel gris, sans savoir pourquoi. Mais il se sentit un peu plus vivant qu'hier. Comme si, à travers ce mutisme obstiné, cette fierté d'enfant cassé, une vérité se dessinait lentement, une histoire, qu'il n'aurait jamais imaginé découvrir et qu'il n'aurait désormais plus le droit d'ignorer. Le matin suivant, Thomas Delcourt se réveilla avant même que son réveil ne sonne. Ce n'était plus la routine stricte de l'homme d'affaires qui dictait ses gestes, mais quelque chose de plus ancien, de plus profond, comme un réflexe qu'il croyait éteint. Il ne consulta pas ses courriels. Il ignora les appels de son directeur juridique et les notifications incessantes de ses collaborateurs. Ce matin-là, il prépara un sac plus grand. Il y mit une couverture supplémentaire, des soupes prêtes à chauffer, 2 petites bouteilles de sirop contre la toux pour nourrissons, des chaussons de laine et un carnet à spirale accompagné d'un stylo. Il prit également un thermos. Il le remplit de soupe chaude, y ajouta 2 cuillères à soupe de riz et un peu de sel. Il n'était pas un cuisinier. Mais il se souvenait que Camille faisait cela quand l'un de ses voisins de palier était malade. Ce souvenir précis le toucha sans qu'il en comprenne tout de suite la raison. Peut-être parce que dans cette soupe tiède et banale, il y avait plus d'humanité que dans tous les contrats qu'il avait signés ces 20 dernières années. Quand il arriva à l'immeuble, il fut soulagé de ne voir personne rôder dans les environs. Il avait commencé à craindre que quelqu'un les découvre avant qu'il ne sache quoi faire. Il monta rapidement les escaliers, le sac sur le dos, la main serrée sur le thermos pour ne pas le renverser. En atteignant l'étage, il frappa doucement. Léa ouvrit presque immédiatement, cette fois sans méfiance apparente. Ses yeux semblaient fatigués, mais elle ne détournait plus le regard. Elle le laissa entrer. Maxime était éveillé, mais visiblement affaibli. Ses yeux clignaient lentement. Sa peau avait une teinte plus pâle qu'avant. Il respirait par la bouche, avec un léger sifflement. Léa le tenait contre elle, assise sur un matelas que Thomas n'avait pas vu auparavant. Peut-être l'avait-elle trouvé dans un autre appartement. Elle lui fit un signe de tête, puis tendit la main vers le sac. Il le lui donna. Elle fouilla sans attendre, sortit le sirop, le regarda, lut les instructions avec application. « Tu sais comment lui donner ça ?»« Oui, » dit-elle sans hésitation. Elle ouvrit la bouteille, remplit la pipette avec une précision étonnante et administra le sirop à Maxime qui le reçut sans protester. Ensuite,
Elle posa le bébé et ouvrit le thermos. Elle huma le contenu, hésita un instant, puis versa un peu de soupe dans un gobelet. Elle souffla dessus, en prit une gorgée, puis une deuxième. Elle mangea sans hâte, comme si chaque cuillerée, ça devait être mérité. « Merci », dit-elle plus nettement que la fois précédente. Thomas s'assit contre le mur. Le silence était moins pesant cette fois. Il observa Léa nourrir Maxime avec un petit biberon qu'il lui avait laissé 2 jours auparavant. Le liquide coulait lentement, et le bébé s'agrippait au tissu de sa sœur d'un geste automatique. C'est à ce moment-là que Thomas prit conscience de la gravité de la situation. Ce n'était pas tenable, pas dans cet endroit, pas dans ce froid, pas sans soins médicaux. Il ne pouvait plus reculer. Il inspira profondément. « Léa, il faut que je vous sorte d'ici. » Elle le fixa sans répondre. « Ce n'est pas un endroit pour vous deux. Maxime a besoin d'un vrai lit, de médicaments. Et toi aussi, elle secoua la tête. Non, si on sort, ils vont me le prendre. Qui ça, ils? Les adultes, les assistants sociaux, les policiers, tout le monde. » Thomas comprit alors que la peur de Léa n'était pas irrationnelle. Elle venait d'une expérience. Elle avait déjà vu ces choses arriver. Peut-être pas à elle directement, mais elle savait ce qu'étaient les placements, les séparations, les décisions administratives prises sans qu'on demande l'avis des enfants. « Je ne suis pas comme eux, Léa. Je ne suis pas ici pour vous faire du mal. » Elle se recroquevilla, un peu resserrant Maxime contre elle. « Je sais. Mais si tu dis à quelqu'un qu'on est ici, ils viendront. Toujours. » Thomas ne savait pas quoi répondre. Il ne voulait pas la trahir. Il ne voulait pas briser la fragile confiance qu'elle lui accordait. Mais il ne pouvait pas non plus rester, les bras croisés pendant que Maxime luttait pour respirer, enveloppé dans une couverture sale, au milieu de l'humidité et des rats. Il resta avec eux tout l'après-midi. Il ne parlera pas beaucoup. Il lui donna le carnet et le stylo. Elle écrivit quelques lignes qu'elle lui montra. Elle n'avait pas été à l'école depuis plus d'1 an. Elle écrivait bien, elle aimait lire. Elle avait déjà lu Le Petit Prince plusieurs fois parce qu'elle avait trouvé le livre dans une boîte de dons. C'était son préféré. Thomas promit de lui apporter d'autres livres et des vêtements plus chauds et de revenir le lendemain. Mais cette nuit-là, il ne dormit pas. Il resta debout à marcher dans son salon, à écouter la pluie contre les vitres, à ressasser tout ce qu'il avait appris. Le dilemme le rongeait, respecter la volonté d'une enfant ou sauver un nourrisson malade. À l'aube, il prit sa décision. Il n'alerterait pas les autorités, pas encore. Mais il ne les laisserait plus dans ce bâtiment. Il irait les chercher le lendemain avec sa voiture et les installerait temporairement dans un appartement qu'il n'utilisait plus, non loin de la rue Saint-Antoine. Il y avait le chauffage, une salle de bain, une cuisine. Il pourrait y rester jusqu'à ce qu'il trouve une meilleure solution. Il appellerait un médecin privé. Personne n'aurait besoin de savoir. Ce n'était pas une décision logique. Ce n'était pas une décision qu'il aurait prise avant, mais elle était prise, et au fond de lui, il savait qu'il ne pourrait plus faire marche arrière. Lorsque Thomas revint au bâtiment le jour suivant, le ciel parisien était couvert d'un gris uniforme, le genre de lumière qui aplatit les contours de la ville et rend les rues silencieuses comme un dimanche sans fin. Il portait une sacoche discrète, contenant les clés de l'appartement qu'il avait vidé la veille. Quelques documents et un carnet où il avait noté les coordonnées d'un médecin privé de confiance. Tout était prêt. Il avait menti à son assistante en disant qu'il prenait 2 jours de repos. Une première en plus de 20 ans. Il ne savait pas encore ce que cela signifiait. Seulement qu'il n'aurait pas supporté de passer une journée de plus sans savoir que Léa et Maxime étaient en sécurité. En arrivant au 4e étage, il frappa doucement. Cette fois, pas de réponse immédiate. Il attendit, l'oreille tendue, puis un mouvement derrière la porte. Elle s'ouvrit légèrement. Léa apparut, ses traits tendus, les yeux cernés de fatigue. « Il va plus mal », murmura-t-elle. Elle le laissa entrer. L'odeur d'humidité semblait plus forte aujourd'hui, mélangée à une autre, plus acide, celle de la fièvre et de la transpiration d'un nourrisson malade. Maxime geignait doucement, les joues écarlates, les yeux vitreux. Thomas s'approcha, avec précaution, posa la sacoche, sortit une bouteille d'eau stérile et un médicament qu'il avait réussi à obtenir sans ordonnance. Il versa quelques gouttes dans une cuillère, souffla dessus puis regarda Léa. « Je peux ?» Elle hésita puis hocha la tête. Il administra doucement le médicament à Maxime, qu'il accepta avec un petit hoquet.
On ne peut pas rester ici. Léa. Il faut l'emmener, j'ai un endroit, c'est propre, chauffé, personne ne saura. Juste toi, moi et lui. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle semblait peser chaque mot qu'elle pourrait prononcer. Puis, enfin, elle dit « D'accord. Mais si quelqu'un vient, on partira. » « D'accord, promit Thomas. Ils partirent en fin d'après-midi. Thomas descendit les escaliers avec Maxime dans ses bras, enveloppé dans une couverture, pendant que Léa portait un sac en plastique rempli de quelques affaires qu'elle avait rassemblées. Ils marchèrent vite, évitant de croiser des regards, puis montèrent dans la voiture de Thomas, garée à 2 rues de là. L'appartement qu'il leur avait préparé était situé au 3e étage d'un immeuble ancien mais rénové, près de la rue Saint-Paul. L'entrée donnait sur un petit salon clair, avec un canapé et une table ronde. La cuisine était fonctionnelle, la salle de bain propre, avec une baignoire. Thomas avait disposé des draps neufs dans la chambre et une veilleuse pour la nuit. Léa fit le tour des pièces en silence, ses yeux analysant chaque détail. Maxime dormait enfin, installé dans un petit lit d'appoint improvisé avec des coussins et une couverture repliée. Ce soir-là, Thomas leur prépara du riz et du poisson vapeur. Il n'avait jamais cuisiné pour quelqu'un depuis la mort. De Camille. Léa mangea avec appétit, sans un mot. Après le repas, elle s'assit sur le tapis du salon, les jambes croisées, tenant Maxime contre elle. Thomas s'installa dans le fauteuil en face d'elle. Le silence s'étira jusqu'à ce que Léa prenne la parole d'une voix presque détachée. « Ma sœur s'appelait Julia. » Thomas se redressa légèrement. Il ne dit rien, de peur de briser l'élan de confiance qui s'amorçait. Elle avait 17 ans quand elle a eu Maxime. On vivait avec notre mère, une femme pas stable. Elle buvait, criait tout le temps. Julia est partie. Elle a dit qu'elle ne reviendrait jamais. Mais un jour, elle est revenue avec le bébé. Elle avait peur, elle ne disait rien. Elle le gardait contre elle comme si quelqu'un voulait le lui prendre. Léa baissa les yeux, fixant un point invisible sur le sol. Puis elle est repartie. Un matin, sans rien dire. Juste une lettre, une phrase. « Protège-le, il est tout ce que j'ai. » Je l'ai lu des centaines de fois. Thomas sentit une boule dans sa gorge. Il reconnaissait ce ton. Celui de quelqu'un qui a tellement souffert qu'il ne sait plus comment ressentir. Et ta mère, partie aussi. Un jour, elle n'est pas revenue. Alors j'ai fui l'appartement. J'avais peur qu'on vienne chercher Maxime. J'ai entendu dire qu'il pouvait le mettre dans une famille ou dans un foyer. Je ne voulais pas. Alors je suis venu ici. Je connaissais cet immeuble. On s'y cachait parfois quand on était petite. Thomas comprenait mieux maintenant. La façon dont elle parlait, cette distance, cette rigidité dans les gestes, elle vivait dans un mode de survie constant. Elle ne demandait jamais rien, parce qu'elle avait appris que demander, c'était se faire refuser. Elle ne suppliait jamais, parce qu'elle savait que supplier, c'était perdre. Elle contrôlait ce qu'elle pouvait. Le bébé, sa routine, le silence. « Tu as fait ce que tu as pu », dit Thomas doucement. « Tu l'as protégée. » Elle ne répondit pas. Mais ses épaules s'affaissèrent légèrement, comme si, pour la première fois, elle se permettait de croire qu'elle n'était pas entièrement fautive, qu'elle n'était pas seulement une enfant en fuite, mais une sœur qui avait résisté. Ce soir-là, Thomas resta dans l'appartement jusqu'à ce qu'ils s'endorment tous les deux. Puis, il quitta les lieux en silence, ferma la porte, derrière lui, et descendit les escaliers lentement, le cœur alourdi mais déterminé. Il ne savait pas encore jusqu'où cette histoire le mènerait, mais une chose était sûre, il ne les laisserait plus jamais seuls. Cela faisait maintenant près d'1 semaine que Léa et Maxime s'étaient installés dans l'appartement prêté par Thomas. L'ambiance, bien que silencieuse, et encore chargée de méfiance, avait changé. Le bébé reprenait des couleurs, il dormait mieux, respirait plus régulièrement, et même souriait parfois dans son sommeil. Léa, de son côté, commençait à adopter quelques routines nouvelles. Ranger le salon, organiser les provisions dans les placards, lire les livres que Thomas lui apportait. Elle ne posait pas de questions sur ses allées et venues, mais lorsqu'il arrivait, elle levait les yeux de son livre avec une lueur que Thomas avait appris à reconnaître. Pas de la joie, mais une présence discrète, un appui, un repère. Ce matin-là, Thomas décida de passer les voir plus tôt que d'habitude. Il avait en main une ordonnance fraîchement obtenue du médecin privé, des vitamines et un petit jouet en bois pour Maxime, sculpté par un artisan près de Montmartre. Il marcha le long de la rue Saint-Paul
observant les passants d'un regard absent, absorbé par ses pensées. Quand il arriva au pied de l'immeuble, il aperçut une silhouette qui se tenait près de l'entrée. Une femme, entre 40 et 50 ans, cheveux attachés, manteau gris clair, tenant un dossier contre sa poitrine. Il ralentit instinctivement. Elle semblait chercher quelque chose, ou quelqu'un. Thomas sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il s'approcha, feignant de chercher ses clés, tout en gardant un œil sur elle. « Excusez-moi, dit-elle, polie mais directe. Vous êtes résident ici ?»« Oui, » mentit-il sans hésitation. « Je suis assistante sociale. On m'a signalé la possible présence d'enfants dans l'immeuble. Des voisins auraient entendu des pleurs inhabituels. » Thomas resta immobile une seconde. Le dossier qu'elle tenait avait une étiquette visible. Signalement mineur, intervention urgente. Il sentit son cœur cogner violemment dans sa poitrine. Il savait que ce moment finirait par arriver, mais il ne s'attendait pas à ce que ce soit si tôt. Il inspira doucement, tenta de garder un ton naturel. « Je n'ai rien entendu de particulier, dit-il. L'immeuble est ancien, les bruits résonnent. Vous seriez d'accord pour me laisser vérifier les lieux ?» Il haussa les épaules. « Je ne suis pas le concierge. Je ne peux pas vous autoriser à entrer partout. Il y a des locataires privés. » Et ici, la femme parut frustrée, mais elle nota quelque chose dans son carnet. « Vous avez vu des enfants ces derniers jours ?» Thomas fit semblant d'y réfléchir. « Pas ici. Dans le quartier, oui. Il y a toujours des enfants qui jouent dans... » La Courelle soupira, referma son dossier. « Merci, monsieur. Si jamais vous entendez quoi que ce soit, n'hésitez pas à appeler les services sociaux. C'est important. » Il acquiesça et la regarda s'éloigner. Dès qu'elle eut tourné le coin de la rue, il entra précipitamment dans l'immeuble, monta les escaliers 2 à 2 et frappa à la porte de l'appartement. Léa ouvrit, déjà alerte, Maxime contre elle. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-elle en voyant son visage. « Quelqu'un est venu. Une assistante sociale. Quelqu'un. » Entendu Maxime pleurer. « Il faut qu'on soit prudent. » Léa pâlit immédiatement. Elle recula d'un pas, le bébé serré contre sa poitrine. « Ils vont le prendre. Pas si on reste discret. Il n'y a pas de plainte officielle. Pas encore. » Elle s'assit sur le canapé, les mains tremblantes. « Tu avais dit que personne ne saurait. » « Je sais. Et j'ai fait tout ce que j'ai pu pour ça. Mais on vit dans un monde où les gens regardent par les fenêtres. Ils écoutent à travers les murs. » Il s'agenouilla devant elle. « Je ne te laisserai pas seul, d'accord? Je suis avec toi. Mais il faut qu'on agisse avant qu'ils reviennent. On ne peut pas rester ici éternellement. » Elle leva les yeux vers lui, les larmes contenues. « Tu vas nous abandonner? » « Non. Jamais. » Elle baissa la tête. Thomas resta là, silencieux, puis sortit son téléphone. Il appela discrètement un avocat qu'il connaissait, spécialisé dans le droit des mineurs. Il expliqua rapidement la situation, en omettant certains détails, mais en laissant entendre que la fillette avait besoin d'aide et qu'elle n'était pas en sécurité avec les services classiques. L'avocat accepta de le rencontrer le soir même. Thomas raccrocha puis s'adressa à Léa. « Je connais quelqu'un qui peut nous aider, mais pour ça j'ai besoin de ton accord. Il faudra qu'on parle à un adulte, qu'on explique un peu ta situation. » Léa resta silencieuse longtemps, puis hocha lentement la tête. « Si c'est toi qui restes, je veux bien. » Cette phrase, prononcée avec une gravité qu'aucun enfant ne devrait posséder, bouleversa Thomas. Elle venait de poser, avec une simplicité désarmante, une condition qui liait leurs deux destins. Ce n'était plus une question de charité ou de bienveillance, c'était un engagement. Ce soir-là, Thomas se rendit au cabinet de l'avocat. Il expliqua la situation en détail, cette fois sans mentir. Il raconta l'immeuble abandonné, le bébé malade, la fillette en fuite. Il parla de l'absence de traces administratives, de l'impossibilité d'une procédure classique sans risquer une séparation immédiate. L'avocat, après un long silence, soupira. « Ce que vous avez fait est illégal, mais humain. Et dans ce pays, parfois, l'humanité est plus rare que le respect des procédures. Il faut agir vite. » Ils décidèrent de monter un dossier pour une mesure d'assistance éducative provisoire, avec Thomas comme tuteur temporaire. Ce serait risqué. Il faudrait convaincre un juge. Et surtout, il fallait que Léa accepte de raconter son histoire, au moins en partie. Le lendemain, Thomas revint à l'appartement, les mains vides cette fois. Il s'assit face à Léa, lui expliqua tout. Elle l'écouta, les bras autour d'eux, Maxime sans l'interrompre. Quand il eut fini, elle demanda seulement
Et s'ils disent que je ne suis pas capable de m'occuper de lui, alors je dirai que moi, je suis capable et que je ne ferai rien sans toi. » Elle hocha lentement la tête. D'accord, c'était le début d'une alliance, fragile, inattendue, mais plus forte que tout ce que Thomas avait connu depuis des années. Le jour suivant fut marqué par une tension silencieuse, comme si chaque bruit du palier, chaque pas dans l'escalier pouvait annoncer une catastrophe. Thomas passa la matinée à faire des allers-retours entre son bureau et l'appartement, prétextant une urgence personnelle à ses collaborateurs. Il avait déjà abandonné toute tentative de maintenir la façade d'un entrepreneur intouchable et indifférent. Sa priorité était ailleurs. Elle avait 11 ans, une détermination farouche et un bébé au souffle encore fragile. Il savait qu'il marchait sur une corde raide, un faux pas, et tout l'édifice qu'il construisait autour de cette petite bulle de survie pourrait s'effondrer. Il installa dans l'appartement une caméra discrète reliée à son téléphone, pas pour les surveiller, mais pour pouvoir vérifier à distance s'ils allaient bien. Il remplaça les serrures par un système codé plus sécurisé et contacta un pédiatre prêt à se déplacer sans poser trop de questions. Chaque action qu'il entreprenait n'avait plus rien à voir avec la rationalité froide qui avait gouverné sa vie jusque-là. Il ne planifiait pas, il protégeait. Chaque décision venait de l'instinct et non de la logique. Le pédiatre arriva en fin d'après-midi. C'était un homme discret, la soixantaine, au regard fatigué, mais au ton rassurant. Léa accepta sa présence sans grande résistance, pour autant que Thomas reste dans la pièce. Maxime fut examiné avec douceur. Après une auscultation complète, le médecin se tourna vers Thomas. Bronchiolite légère. Il n'a pas été soigné correctement, mais son état est encore gérable. Avec du repos, une bonne alimentation et quelques soins réguliers, il devrait aller mieux. Il laissa des prescriptions, mais ne posa pas de questions. Thomas le remercia longuement, puis l'accompagna jusqu'à la porte. Ce soir-là, Léa s'installa sur le tapis du salon avec Maxime endormi sur ses genoux. Elle resta un long moment silencieuse, les yeux fixés sur le vide, comme si elle tentait de comprendre ce qu'il venait de se passer. Le monde avait changé autour d'elle. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, elle n'avait pas eu à fuir. Personne ne l'avait frappée, ignorée, accusée ou chassée. Elle avait été écoutée, et surtout, elle avait été crue. « Pourquoi tu fais tout ça ?» demanda-t-elle brusquement. Thomas, qui versait de l'eau dans une bouilloire, s'arrêta net. Il tourna la tête vers elle, surpris. « Parce que vous méritez mieux que ça. Tu ne me connais pas, je sais. Mais ce que je vois suffit. » Elle serra les mâchoires. Ce n'était pas une réponse qu'elle attendait. Elle voulait comprendre l'intention, la racine, la faille peut-être. Mais il n'y avait rien à saisir, sinon un homme seul, troublé, qui avait croisé son chemin et qui, sans bien comprendre pourquoi, n'avait pas su tourner le dos. « Si tu deviens mon tuteur, ils vont vouloir savoir qui je suis vraiment. » Thomas s'approcha, s'assit en face d'elle. « Je ne dirai rien sans ton accord. Mais si tu veux que je t'aide pour de bon, il faudra qu'on construise quelque chose de légal, un cadre. Pas pour te contrôler, pour vous protéger. » Elle baissa les yeux vers Maxime. « Et s'ils disent que je ne suis qu'une gamine, qu'ils peuvent faire mieux que moi, alors je leur dirai qu'il n'y a personne d'autre au monde qui aime. Cet enfant comme toi, tu l'aimes. Et ça, aucun foyer, aucun adulte payé à l'heure ne pourra le remplacer. » Elle acquiesça lentement. Ce fut une soirée calme, presque paisible. Thomas rentra tard chez lui, le cœur lourd, mais pour une fois, il ne ressentait pas ce vide habituel. Il s'endormit avec l'image de Léa, endormie sur le canapé, Maxime posé contre elle, et une lumière tamisée flottant au-dessus d'eux. Mais cette paix fragile fut brisée 2 jours plus tard. Thomas, en route pour l'appartement, croisa en bas de l'immeuble une silhouette qu'il reconnut aussitôt. L'assistante sociale. Elle parlait à un voisin, prenait des notes. Il ralentit, ajusta son manteau, puis s'approcha calmement. « Vous êtes encore là ?» demanda-t-il d'un ton neutre. Une deuxième plainte a été déposée. Quelqu'un a vu une fillette entrer ici plusieurs fois. Il haussa les sourcils. Des enfants viennent parfois voir leurs grands-parents. Ce n'est pas un crime. Ce n'est pas un hasard, monsieur. Et cette fois, j'ai l'ordre de visiter l'immeuble. Thomas sentit une sueur froide descendre dans son dos. Il devait gagner du temps. Il sourit légèrement, s'approcha d'elle. « Je suis promoteur. C'est un de mes immeubles. Il y a un appartement vide au 3e que je fais visiter à des potentiels locataires. »
Il se peut que vous ayez vu quelqu'un que j'accompagnais. » Elle le regarda méfiante. « Vous acceptez de me montrer cet appartement ?» Il acquiesça, gardant une apparente assurance. Il l'emmena jusqu'au 2e étage, ouvrit un appartement, vide et impersonnel. Il improvisa un discours sur les rénovations prévues, les futurs travaux. Elle inspecta les pièces, hocha la tête. « Et les autres appartements, loués ou en cours de négociation? Je ne peux pas y entrer sans autorisation. » Elle nota encore quelque chose, puis le remercia sans conviction. Elle repartit, mais Thomas savait que ce n'était qu'une question de jours avant qu'elle ne revienne avec des agents de la protection de l'enfance. Ce soir-là, il retourna. Voir Léa plus déterminée que jamais. « Il faut qu'on parte d'ici. Maintenant, où ?»« Chez moi. J'ai une maison à Suresnes. Personne ne viendra vous chercher là-bas. » Elle le regarda longuement. Elle comprit que c'était plus qu'un refuge. C'était une fuite organisée, mais une fuite vers quelque chose de plus stable. Elle accepta. Ils empaquetèrent rapidement les affaires. Thomas appela un chauffeur privé de confiance et 1 heure plus tard, ils roulaient à travers Paris, laissant derrière eux un appartement vide et un danger qu'ils ne pouvaient plus se permettre d'affronter. Le portail de la maison de Thomas s'ouvrit doucement. Léa entra la première, Maxime endormi dans ses bras. Le salon était vaste, lumineux, trop propre pour qu'elle s'y sente immédiatement à l'aise. Mais il y avait une chambre préparée, des draps neufs, des livres sur l'étagère. Elle posa Maxime sur le lit, puis se retourna vers Thomas. « Tu es sûr ?» Il hocha la tête. « Plus sûr que de tout ce que j'ai construit avant. » Ce soir-là, pour la première fois, Léa laissa tomber son sac sans le garder contre elle. Un geste minuscule, mais qui valait 1000 mots. La fuite était terminée. La protection, désormais, était active, réelle, instinctive et irréversible. La maison de Suresnes, située sur les hauteurs verdoyantes de la banlieue ouest de Paris, semblait à des années-lumière du monde que Léa avait connu jusqu'alors. En franchissant le seuil de la bâtisse au style bourgeois, entourée d'un jardin bien entretenu, elle avait eu l'impression d'entrer dans une autre réalité. Tout était silencieux, propre, ordonné, mais d'une manière rassurante, non menaçante. Les meubles n'étaient pas faits pour impressionner, mais pour accueillir. Chaque objet semblait à sa place. Chaque pièce portait encore, malgré le temps, une trace de vie passée. Camille, sans jamais être nommée, vivait encore dans ces détails. Un vase à moitié rempli de fleurs séchées, un tableau légèrement de travers dans le couloir, des livres empilés sans rigueur sur les étagères. Thomas avait préparé une chambre pour Maxime, avec un petit lit en bois clair, des rideaux au motif d'étoiles et même une veilleuse. Pour Léa, il avait choisi une chambre attenante, avec une fenêtre donnant sur le jardin. Il ne demanda pas si cela lui convenait. Il ne donna pas d'instructions. Il la laissa explorer, observer, apprivoiser l'espace. Elle le fit sans hâte, toujours avec ce regard sur la défensive, mais de moins en moins hostile. Les premiers jours furent calmes. Thomas ne posait pas de questions, ne forçait aucun échange. Il se contentait d'être là, d'apporter des repas, de vérifier la température de Maxime, de répondre à ses messages professionnels dans son bureau sans jamais fermer la porte. Il apprit à entendre le silence de Léa, à reconnaître dans ses gestes les signaux qu'elle n'osait pas formuler à voix haute. Un soir, il la surprit en train de lire un livre sur le canapé. Elle n'avait pas remarqué sa présence. Elle tenait le roman ouvert sur ses genoux, les sourcils froncés, les lèvres entr'ouvertes. C'était un moment d'oubli, un instant de pure enfance, arraché à la précarité. Il se retira sans bruit, mais cette accalmie fut bientôt perturbée par des signes que Thomas ne pouvait plus ignorer. Maxime, malgré l'amélioration visible de son état, continuait de montrer des signes inquiétants. Il se réveillait en sursaut plusieurs fois par nuit, avait des quintes de toux sèches qui le laissaient essouffler et refusait parfois de s'alimenter. Léa, inquiète, passait ses nuits à le surveiller, dormant à peine, ses traits devenant plus tirés de jour en jour. Thomas décida alors de prendre rendez-vous dans une clinique privée spécialisée en pédiatrie. Il prévint Léa qui acquiesça sans discuter. Ils prirent un taxi tôt le matin. Léa s'assit à l'arrière, Maxime contre elle, silencieuse. À l'arrivée, le personnel les accueillit avec bienveillance. Thomas avait tout prévu. Faux. Non, situation simplifiée. Il présenta Maxime comme son neveu et Léa comme sa pupille temporaire. Le médecin, une femme aux cheveux grisonnants et au regard doux,
mena l'examen avec professionnalisme. Après une série de tests, elle demanda à parler à Thomas seul. « Votre neveu présente des signes de bronchiolite chronique, aggravée, par des épisodes passés de malnutrition et de stress. Mais il y a plus. Nous avons remarqué une cicatrice au niveau de la cage thoracique, un enfoncement anormal de la paroi sternale et une raideur musculaire inhabituelle pour un nourrisson de cet âge. » Thomas, assis en face d'elle, sentit le monde ralentir. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il a probablement été exposé à des conditions de vie extrêmement dures. Il y a eu des épisodes traumatiques, et pas uniquement à cause du froid ou de la maladie. Il est possible qu'il ait subi des négligences graves, voire des violences physiques. Le mot « violence » frappa Thomas comme un coup de marteau. Il tenta de se contenir. Et cela peut se soigner? Il a besoin d'un suivi médical régulier de kinésithérapie respiratoire et surtout d'un environnement stable. Ce que vous faites est essentiel. Mais il faut aussi s'interroger sur son passé, sur ce qu'il a vécu. Thomas remercia la médecin, puis sortit dans le couloir. Léa l'attendait debout, droite, les bras croisés. Elle avait vu son visage, compris qu'il savait quelque chose. « Qu'est-ce qu'elle a dit ?» demanda-t-elle d'un ton presque agressif. « Qu'il a besoin de soins réguliers et de... calme. » Elle hocha la tête puis détourna le regard. Elle a dit autre chose. « Oui, qu'il a des séquelles et que ces marques viennent d'avant, avant que tu ne le prennes en charge. » Léa se figea. Ses épaules se raidirent. Elle ouvrit la bouche, puis la referma. « Je ne l'ai jamais frappé. Jamais. »« Je sais. »« Léa, ce n'est pas ce que je dis. » Elle secoua la tête, les yeux brillants. « Les gens vont penser ça parce que je suis une enfant. Parce que je n'ai rien. Moi, je ne le pense pas. » Elle resta immobile, puis tourna le dos, marcha vers la sortie. Thomas la suivit en silence. Dans le taxi du retour, personne ne parla. Maxime dormait entre eux, respirant difficilement. Léa, les yeux perdus dans le vide, tenait sa petite main comme un talisman. Arrivée à la maison, elle déposa le bébé dans son lit, puis se dirigea vers la cuisine. Thomas la rejoignit, sans bruit. Elle se tenait près de la fenêtre, les bras croisés. « Il est mon seul vrai lien, murmura-t-elle. Je sais, je ne veux pas qu'on m'enlève ça. Même si tout le reste disparaît, on ne te l'enlèvera pas. Tu ne peux pas promettre ça. Peut-être pas, mais je peux me battre pour que ça n'arrive pas. » Elle se retourna lentement, le regarda avec une intensité rare. « Tu veux vraiment savoir ce qui s'est passé ?» Toute l'histoire, il ne répondit pas. Il s'approcha simplement, s'assit à la table et attendit. Elle s'installa en face de lui. Ses mains tremblaient légèrement. Sa voix, quand elle reprit, était plate, presque mécanique. Mais ses yeux, eux, racontaient toute la douleur qu'elle essayait encore de contenir. Ce qu'elle dirait dans les heures suivantes changerait à jamais leur relation et redéfinirait toute la vérité sur l'histoire de Maxime. Lorsque Thomas s'installa à la table en face de Léa ce soir-là, il ne savait pas encore à quel point les mots qu'elle s'apprêtait à prononcer allaient bouleverser tout ce qu'il pensait avoir compris. Il avait déjà été confronté à la douleur dans sa vie, à la perte, au deuil, à la solitude, mais il n'avait jamais vu de si près ce que signifie grandir sans socle, sans voix qui rassure, sans bras qui protège. Et c'est ce vide-là, fait d'ombres et de silence, que Léa commença lentement à nommer. Elle ne regardait pas Thomas directement. Elle fixait un point entre deux carreaux du carrelage, comme si l'histoire pouvait couler plus facilement sans témoin. Sa voix était posée, plate, mais chacun de ses mots portait un poids qu'on ne pouvait ignorer. Je ne sais pas vraiment quand tout a commencé à partir en vrille. J'étais petite, très petite. Il y avait toujours du bruit, des cris, des portes qui claquent. Parfois, on déménageait en pleine nuit. Ma mère disait que c'était à cause des factures. D'autres fois, c'était à cause des hommes qu'elle fréquentait. Il y en avait plusieurs. Jamais le même très longtemps. Sauf un. Elle s'arrêta, inspira profondément. Lui, il est resté plus longtemps. Il buvait. Il frappait sa mère. Et quand elle n'était pas là, il devenait méchant avec moi aussi. J'ai appris à me taire, à disparaître, à faire croire que je dormais. Thomas ne bougea pas. Il sentait chaque mot se déposer comme une pierre dans son estomac. Quand j'ai eu 8 ans, quelqu'un a signalé quelque chose. Je ne sais pas qui. Peut-être un voisin. J'ai été placé pour la première fois. Un foyer, puis une famille, puis une autre, et encore une autre. Toujours les mêmes règles, toujours les mêmes punitions,
quand je ne faisais pas ce qu'on attendait. Parfois, c'étaient des gens gentils, mais souvent c'étaient des gens qui prenaient des enfants pour l'argent, pas pour les aimer. Alors je me taisais, j'attendais que ça passe. Elle marqua une pause, les yeux embués mais secs. Et un jour, il y a eu un foyer. J'avais 10 ans. C'était un endroit avec beaucoup d'enfants, peu de surveillance, et un éducateur qui aimait bien me rendre service, comme il disait. Il me donnait plus à manger, me laissait rester debout plus tard. En échange, il me demandait de venir dans son bureau. Thomas se raidit. Léa parla plus vite, comme pour passer le cap. Un jour, je me suis réveillé malade. J'avais mal partout. On m'a emmené à l'hôpital. Ils ont dit que j'avais une infection. Personne n'a cherché à comprendre plus loin. Ils m'ont changé de foyer, encore. Et j'ai su plus tard que j'étais enceinte. Elle posa enfin les yeux sur Thomas. J'ai réussi à cacher ma grossesse presque jusqu'au bout. Je ne sais pas comment. Je faisais semblant d'être malade. Je portais des vêtements larges. Et quand j'ai commencé à vraiment grossir, j'ai fui. J'ai volé un peu d'argent. J'ai marché pendant des heures. J'ai trouvé un squat. J'ai rencontré une fille qui m'a aidé à accoucher. Maxime est né dans une cave sous la lumière d'une lampe de poche. J'avais 10 ans. Thomas sentit ses yeux le brûler. Mais il ne parla pas. Il savait qu'elle devait aller au bout. J'ai dit à tout le monde que c'était le fils de ma sœur, que ma sœur l'avait abandonné, que je n'étais que la tante, parce que c'était plus facile à faire croire, parce qu'une fillette, qui élève seule un bébé, ça choque moins si ce n'est pas le sien. Elle se leva brusquement, fit les 100 pas dans la cuisine. J'ai menti, à tout le monde, même à toi. Mais je ne pouvais pas dire la vérité, tu comprends? On m'aurait prise pour folle, on me l'aurait enlevée tout de suite. Thomas se leva lentement, s'approcha d'elle. Léa, tu n'as pas à t'excuser. Tu as survécu. Tu as protégé Maxime comme personne ne t'a jamais protégé. Tu l'as fait avec ce que tu avais. Et ce que tu as fait est extraordinaire. Elle tremblait. Pas de colère, de peur. La peur qu'il parte maintenant qu'il savait. La peur que tout s'effondre. Il posa une main sur son épaule. Tu n'es pas seule maintenant. Je suis là. Et je ne vais pas disparaître. Elle le regarda, les lèvres serrées. Puis lentement, elle s'effondra dans ses bras. Pour la première fois depuis leur rencontre, elle pleura. Pas en silence, pas retenue. Des sanglots pleins, profonds, libérateurs. Thomas la tint contre lui, longtemps, sans un mot. Il savait que cette nuit marquait un point de bascule. Il n'y avait plus de faux semblants, plus de masques. Le lendemain, Thomas appela l'avocat. Il lui raconta tout. Celui-ci lui recommanda de commencer à rassembler les documents de Léa, dossiers médicaux, anciens placements, preuves des négligences, mais aussi de préparer un dossier pour la reconnaissance de Maxime en tant que tuteur légal d'un enfant sans déclaration de naissance officielle. Une procédure compliquée mais possible, avec des témoignages, des analyses ADN et beaucoup de patience. Thomas contacta d'anciens collègues, paya discrètement pour accéder à certains fichiers. Il récupéra des documents sur les passages de Léa dans différents foyers, sur les familles d'accueil, sur les établissements d'urgence. Il découvrit un rapport d'incident classé sans suite dans un foyer du Val-de-Marne, mentionnant un comportement déplacé d'un éducateur envers une mineure non identifiée. La date correspondait. Il fit imprimer tout. Il constitua un dossier épais qu'il rangea dans une boîte marquée d'un simple mot, « Justice ». Pendant ce temps, Léa changeait. Elle parlait plus. Elle riait parfois en observant Maxime faire ses premiers pas dans le couloir. Elle écrivait dans un carnet. Parfois, elle laissait traîner des phrases comme des miettes de confiance. Elle ne parlait plus de sa sœur imaginaire. Elle parlait de Maxime comme de « mon fils ». Et Thomas, dans ce chaos reconstruit, commençait à voir naître une forme de paix qu'il n'avait plus connue depuis la mort de Camille. Une paix fragile mais authentique. La vérité était là, douloureuse, crue, mais enfin libérée. Et elle leur ouvrait la porte vers un avenir qu'ils n'osaient pas encore nommer, mais qu'ils pouvaient commencer, ensemble, à rêver. Thomas savait que plus rien ne serait simple désormais. Les révélations de Léa, si déchirantes soient-elles, ne pouvaient rester confinées à leurs confidences nocturnes. Il en allait de la protection de Maxime, de l'avenir même de Léa. Le système, qu'il avait toujours contourné avec les moyens de son pouvoir, allait devoir être affronté. Mais il ne s'agissait plus ici de contrats ou de règlements fonciers. Il s'agissait de vies brisées,
de justice à moitié rendue, d'un enfant né dans l'oubli, sans acte de naissance, sans reconnaissance, sans droit, et d'une jeune fille qui portait tout cela sur ses épaules frêles. L'avocat avait été clair, il fallait agir vite. D'abord, enclencher une procédure de demande de tutelle provisoire pour Thomas au nom de Maxime. Ensuite, enclencher un recours administratif pour que Léa soit reconnue comme mineure non accompagnée avec un statut spécial, tout en préparant un dossier de protection renforcé. Cela impliquait d'exposer les faits, de les affronter, de se confronter à une machine lente, souvent indifférente, parfois cruelle. Le dossier fut déposé au tribunal pour enfants de Nanterre, accompagné d'un courrier dans lequel Thomas expliquait sa démarche. Il ne cherchait ni à éviter la loi ni à obtenir un privilège. Il assumait. Il demandait à devenir le tuteur légal d'un enfant né dans des conditions extraordinaires, dont la mère n'avait jamais pu, ni su, se protéger. Il expliquait le passé de Léa sans trop de détails, mais avec assez de force pour que la juge saisisse la gravité. Il joignit les documents médicaux, les lettres, les rapports de foyer, les extraits de plaintes étouffées. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'était la réaction des médias. L'information fuitait toujours. Quelque part, et malgré toutes ces précautions, un article parut dans un petit site d'investigation locale. Le titre était accrocheur. Un millionnaire parisien abrite 2 mineurs dans le secret. Protection ou dissimulation. En quelques heures, l'article fut relayé, amplifié, commenté. Des émissions de débat s'en emparèrent. On Sans parlait de l'affaire Delcourt comme d'un mystère social. Certains y voyaient un acte de noblesse, d'autres un abus de pouvoir. Les réseaux sociaux, dans leur cruauté coutumière, tranchèrent sans attendre. Des photos furent publiées, des adresses supposées circulèrent. Et avec elles, la peur, Léa découvrit l'affaire en voyant l'écran d'un téléphone allumé dans la cuisine. Une image de Thomas, une légende insidieuse. Un homme d'affaires au cœur tendre ou un justicier en dehors de la loi. Elle laissa tomber l'appareil au sol, les mains tremblantes. Thomas accourut. Elle le regarda avec des yeux que la terreur vidait de toute confiance. « Ils vont venir, dit-elle. Ils vont nous prendre, Maxime. »« Non, je te jure que non. Tu ne peux pas savoir. Tu ne sais pas ce qu'ils font. Ils viennent la nuit, ils t'emmènent, ils disent que c'est pour ton bien, et tu ne revois plus jamais personne. » Elle criait maintenant, les poings serrés, prête à fuir, prête à tout. « Tu m'as promis qu'on serait en sécurité. » Thomas tenta de la calmer, de lui expliquer que rien n'était décidé, que l'article n'avait aucune valeur juridique, que la procédure suivait son cours. Mais la peur de Léa n'était pas rationnelle. Elle était viscérale. Elle venait de trop de nuits passées dans l'ombre, à se méfier de la lumière. Ils passèrent la journée enfermés. Thomas déconnecta les caméras, coupa les lignes. Fix refusa toute visite. Il parla à l'avocat qui tenta de calmer la situation. Il envoya un communiqué à la presse évoquant un engagement humanitaire personnel, sans entrer dans les détails. Mais le mal était fait. L'opinion publique, instable et violente, s'était emparée de leur histoire. Le jour suivant, une convocation arriva. Léa et Maxime devaient être présentés devant un juge des enfants pour une évaluation préliminaire. L'audience aurait lieu à huis clos, mais l'impact médiatique laissait craindre une pression sur la décision. Léa ne voulait pas y aller. « Ils vont me poser des questions. Et si je dis la vérité, ils vont dire que je suis folle. Et si je mens, ils diront que je manipule. » Thomas la prit par les épaules. « Dis la vérité, et regarde-moi. Je serai là, à chaque seconde. » Elle finit par accepter. Ils se rendirent au tribunal accompagnés de l'avocat. Léa portait une robe sobre. Maxime était dans un couffin. La salle d'audience était froide, impersonnelle. La juge, une femme d'une 50aine d'années au visage dur mais attentif, les reçut en silence. Thomas parla le premier. Il raconta tout, sans enjoliver. Il expliqua comment il avait trouvé Léa, comment il avait décidé de l'aider, ce qu'il avait découvert. Il parla de Maxime, de la vérité sur sa naissance, des soins nécessaires, de la volonté de Léa, de le protéger à tout prix. Puis il se tut. La juge se tourna vers Léa. Et contre toute attente, la jeune fille parla. Elle dit son nom. Elle dit son âge. Elle raconta sans les détails les plus sombres, mais avec une clarté glaçante, son parcours. Elle parla de sa mère, des foyers, des fuites. Elle dit enfin « Je ne suis peut-être qu'une enfant, mais je suis sa mère. Je suis tout ce qu'il a. Si vous me l'enlevez, je mourrai. »
Il y eut un silence. Puis la juge demanda une suspension. L'avocat revint 1 heure plus tard, avec une décision provisoire. Maxime resterait avec Thomas sous surveillance éducative. Léa, reconnue comme mineure en situation vulnérable, bénéficierait d'un accompagnement psychologique. Un suivi serait mis en place, mais aucune séparation immédiate ne serait imposée. Ce soir-là, de retour à la maison, Léa ne dit rien. Elle s'installa près de Maxime, le berça doucement, puis, comme si elle n'avait jamais douté, chuchota « On est encore ensemble ». Thomas, assis à quelques mètres, sentit une larme couler sur sa joue. Pas de soulagement, pas de victoire, juste la conscience aiguë que l'amour, parfois, est une lutte quotidienne et qu'il venait de gagner une bataille. Pas la guerre, mais une précieuse bataille. Après l'audience, un calme étrange s'installa sur la maison de Suresnes. Le danger immédiat semblait écarté, mais dans le regard de Léa, Thomas percevait une forme de fatigue qu'il n'avait jamais vue auparavant. Pas une lassitude physique, elle avait dormi un peu mieux, Maxime aussi, mais une usure morale, une tension latente, comme si la vérité qu'elle avait partagée devant le juge ne suffisait pas encore à la libérer. Il comprit qu'un nœud persistait quelque part, un bloc invisible, quelque chose de non dit que même les aveux les plus durs n'avaient pas délié. Thomas, de son côté, poursuivait ses recherches. Il voulait tout savoir, tout documenter. Il multipliait les démarches avec l'avocat, contactait d'anciens éducateurs, feuilletait des archives, explorait les registres administratifs des foyers, les signalements, les correspondances entre les départements. Il cherchait Julia, cette sœur disparue, dont Léa avait tant parlé au début, avant que la vérité ne jaillisse sous la forme d'une maternité cachée. Pourtant, malgré les bases de données, les témoignages croisés, il ne trouvait aucune trace de cette sœur dans les fichiers officiels. Un matin, alors qu'il relisait encore une fois le dossier de Léa, il tomba sur une fiche de placement datée de près de 3 ans plus tôt. Elle indiquait que Léa avait été inscrite sous le nom Léa M. Dubois, à l'âge de 8 ans, avec pour référent légal une mère disparue depuis 2 sans aucun frère, aucune sœur, aucun membre de la famille n'était listé. Le champ fratrie était vide. Thomas se figea. Il revint vers les anciens témoignages. Rien sur Julia. Aucun foyer ne mentionnait la présence d'une autre enfant liée à Léa, pas même dans les conversations informelles, les notes sociales. Il interrogea une éducatrice à la retraite, qu'il avait connue brièvement dans un centre de transition. Elle se souvenait d'elle. Une petite muette, farouche. Elle parlait toute seule parfois. Elle inventait des histoires, des mondes. Une fois, elle m'a parlé d'une sœur imaginaire qui la protégeait des monstres. Thomas sentit son cœur se serrer. Ce soir-là, il rentra à la maison plus tôt. Il trouva Léa dans le salon, Maxime jouant avec des cubes de bois sur le tapis. Elle levait les yeux à chaque rire du bébé, mais son sourire semblait mécanique. Thomas s'assit en face d'elle, en silence. Puis il parla sans détour. « J'ai cherché Julia, partout. Dans les fichiers, les foyers, les rapports. Elle n'existe pas. » Léa resta immobile. 1 seconde. 2. Puis elle prit Maxime dans ses bras, l'embrassa sur le front et se leva, lentement. « Je vais le coucher. »« Attends, Léa. » Elle ne répondit pas. Elle disparut dans le couloir, ferma la porte de la chambre derrière elle. Thomas resta là, seul, une boule dans la gorge. Il savait que ce moment viendrait, que la vérité ne pouvait être évitée indéfiniment. 25 minutes plus tard, Léa revint. Elle ne pleurait pas, mais ses yeux avaient changé, moins sombres, comme vidés de la peur. Elle s'assit, croisa les bras sur la table et parla. « Julia n'existe pas. » Thomas hocha la tête lentement. « Je le sais. C'était mon rêve. Depuis toujours. Avoir une sœur qui me défend, qui m'aime, qui revient me chercher. Quand j'ai su que j'étais enceinte, j'ai pensé que si je disais que c'était le bébé de Julia, tout serait plus facile, que les gens comprendraient. Une fillette abandonnée avec le fils de sa sœur, c'est triste, mais c'est pas incompréhensible. » Elle regarda ses mains, comme si elle cherchait à s'y lire. Mais dire que c'était le mien, ça c'est autre chose. Une fille de 10 ans qui accouche seule. On vous prend pour une menteuse, ou une folle, ou les deux. Thomas se pencha vers elle. « Tu n'es ni l'une ni l'autre. » Elle secoua la tête. « Peut-être que si. Pendant longtemps, j'ai cru que Julia existait. Dans ma tête, elle avait une voix, un visage. Elle chantait des berceuses. Elle me racontait des histoires. Elle me disait quoi faire. Quand j'ai accouché, j'ai fait comme si elle me guidait. Comme
Si c'était elle qui tenait le bébé, pas moi. Parce que je ne pouvais pas croire que c'était moi toute seule. Je n'étais qu'une enfant. Thomas sentit une douleur sourde dans la poitrine. Il n'y avait plus rien à dire, seulement écouter, soutenir. Mais maintenant, je sais, Julia, c'était moi, une version de moi plus forte, celle que j'aurais voulu être, celle qui n'a pas eu peur. Et maintenant, elle n'est plus là. Je n'ai plus besoin d'elle. Elle leva les yeux vers lui. J'ai Maxime. Et j'ai toi. Thomas sentit ses yeux le piquer. Il prit une inspiration profonde, posa sa main sur la table. Léa posa la sienne dessus, timidement. Ils restèrent ainsi un long moment, sans un mot, deux âmes cabossées, liées par une histoire qu'aucun d'eux n'aurait pu inventer. Le lendemain, Léa écrivit une lettre, adressée à la juge. Elle y racontait tout, la vérité, la création de Julia, le mensonge devenu bouclier, l'amour viscéral pour son fils, la volonté d'en finir avec les récits arrangés. Elle signa de son nom complet, d'une écriture tremblante mais assurée, Léa M. Dubois, mère de Maxime. Thomas lut la lettre sans intervenir. Il l'envoya par voie recommandée au tribunal. Il savait que ce geste, plus que tous les avocats et les dossiers, avait une puissance que rien ne pouvait effacer. Léa avait pris la parole, pleinement, sans masque, et dans cette vérité nue, il y avait enfin une promesse. Pas celle d'un avenir sans obstacle, mais celle d'un chemin tracé ensemble avec le poids du passé, mais aussi la force retrouvée de ceux qui ont tout perdu et choisi de se relever. Le temps semblait s'être figé dans la maison de Suresnes après l'envoi de la lettre. Chaque pièce résonnait d'un calme pesant, d'une attente muette. Léa, d'ordinaire si vigilante, avait trouvé une sorte d'apaisement nouveau, non pas de ceux qui viennent avec la certitude d'un futur tranquille, mais de ceux qui s'installent quand le mensonge cesse d'être nécessaire. Elle se levait tôt, préparait le petit déjeuner avec des gestes encore maladroits mais méthodiques, s'occupait de Maxime avec une tendresse qui ne cherchait plus à se cacher. Elle avait cessé de regarder par la fenêtre à chaque bruit suspect. Elle écrivait chaque soir dans un cahier qu'elle ne montrait à personne. Elle recommençait tout doucement à être une enfant. Une enfant marquée, certes, mais une enfant malgré tout. Thomas, lui, passait ses journées entre les appels avec l'avocat, les rendez-vous avec les assistants sociaux et la logistique autour du suivi médical de Maxime. Il ne travaillait plus pour son entreprise que par fragments. Il avait confié la direction temporaire à son associé principal, expliquant qu'il se retirait pour raisons personnelles. Personne n'osa poser plus de questions. Son nom faisait toujours les gros titres de temps à autre, mais l'attention médiatique s'essoufflait, remplacée par d'autres scandales, d'autres drames. La société avait déjà trouvé de nouvelles histoires à consommer. C'est dans ce contexte que Thomas reçut un appel du tribunal. Une audience définitive serait fixée pour statuer sur la garde légale de Maxime et la tutelle de Léa en tant que mineure isolée. La lettre de la jeune fille avait bouleversé la magistrate en charge du dossier. Elle y voyait une maturité rare, une lucidité douloureuse. Mais il fallait aller plus loin. Une décision officielle devait être rendue. Et pour cela, Thomas devait faire un choix clair, juridique, irrévocable. Ce soir-là, il s'assit dans son bureau, le dossier étalé devant lui. Il y avait là les preuves, les témoignages, les bilans médicaux, les lettres manuscrites. Mais il y avait surtout cette question. Jusqu'où était-il prêt à aller? Jusqu'à quel point pouvait-il s'engager dans cette vie qu'il n'avait jamais prévue? Il n'était ni père, ni éducateur, ni psychologue. Il était un homme seul, usé, riche, et depuis peu habité par une responsabilité qu'il n'avait pas choisie, mais qu'il ne pouvait plus abandonner. Il se leva, sortit dans le jardin, regarda les lumières de la ville au loin. Le vent soufflait doucement entre les arbres. Il se souvenait de Camille, de leur conversation sur les enfants qu'il n'avait pas eus, sur le vide laissé par son absence. Et il comprit que ce vide n'était pas fait pour rester béant. Il pouvait devenir autre chose. Pas un remplacement, jamais, mais une continuité, une manière de transmettre, de réparer. Il retourna à l'intérieur, monta l'escalier et frappa doucement à la porte de la chambre de Léa. Elle lisait allongée près de Maxime. Elle leva les yeux, surprise. « Tu peux venir, dit-elle. » Il entra, s'assit au bord du lit. « Je vais demander à t'adopter. » Elle le fixa comme si les mots mettaient du temps à atteindre sa conscience. « Adopter. Officiellement, légalement.
Je vais lancer la procédure, pour toi, pour Maxime, si tu es d'accord. » Elle resta silencieuse longtemps. Puis, elle hocha la tête, une fois. « D'accord. C'est un grand pas. Cela veut dire que tu porteras mon nom, que tu seras ma fille. Et Maxime, mon petit-fils, devant la loi, devant les institutions. » Elle ne répondit pas tout de suite. Puis elle murmura. « Est-ce que ça changera ce qu'on est maintenant? Non. Mais ça protégera ce que nous sommes devenus. » Elle inspira profondément. « Alors je veux que tu sois ma famille. » Thomas posa sa main sur la sienne. Aucun mot de plus ne fut nécessaire. Les semaines suivantes furent rythmées par les procédures administratives, les examens psychologiques requis par le juge, les visites des services sociaux. Léa coopéra avec une dignité impressionnante. Elle raconta son histoire encore une fois, mais cette fois sans peur, sans détour. Elle signa les documents, accepta les entretiens, expliqua son quotidien avec Maxime, ses projets, ses doutes aussi. Les experts, l'un après l'autre, reconnurent une stabilité affective rare, un attachement solide entre les trois. Thomas, de son côté, fit les démarches avec une rigueur presque militaire. Il mit à disposition ses ressources, son logement, ses garanties. Mais il refusa toute médiatisation. Il voulait que cette famille naisse dans l'intimité, à l'abri des regards. Le jour de l'audience finale arriva. Léa s'habilla d'une robe bleue que Camille avait laissée dans une armoire et qu'elle avait fait ajuster. Thomas portait un costume simple, sans cravate. Maxime, endormi dans ses bras, portait un petit pull tricoté par une voisine compatissante. Dans la salle, le silence était total. La juge lut à haute voix les conclusions du rapport. Elle parla de résilience, de responsabilité, de transformation. Puis elle se tourna vers Thomas. « Monsieur Delcourt, confirmez-vous votre volonté d'adopter mademoiselle Léa M. Dubois et de reconnaître sous votre tutelle l'enfant Maxime ?»« Oui, » répondit-il sans hésiter. « Mademoiselle Dubois, consentez-vous à cette adoption ?»« Oui, » répondit Léa d'une voix claire. La juge signa les documents. Le greffier tamponna les formulaires. Et dans ce moment d'apparente banalité administrative, une nouvelle famille naquit. Non par le sang, mais par le choix. Non par la loi seule, mais par l'amour. En sortant du tribunal, Léa ne dit rien. Elle tenait Maxime contre elle, son regard fixé sur la plaque de marbre au-dessus de l'entrée. Puis elle se tourna vers Thomas. « Je peux t'appeler papa maintenant ?» Il sourit, un sourire discret, ému, rare. « Seulement si tu en as envie. » Elle hocha la tête. Une larme coula, qu'elle essuya vite. Puis elle marcha vers la voiture, Maxime dans un bras, l'autre serré autour de celui de Thomas. Il ne restait plus qu'un dernier pas, une formalité presque, pour que cette nouvelle vie trouve sa pleine réalité. Un nom, une identité, un foyer inscrit cette fois non dans l'ombre, mais dans la lumière. La fin de l'été approchait. Le vent qui traversait les collines de Suresnes avait changé de texture. Il était plus tiède, porteur de promesses discrètes. La maison de Thomas, autrefois silencieuse comme un mausolée, résonnait désormais de rires, de petits pas précipités, de cris de bébé mêlés à la voix ferme mais douce de Léa. Chaque pièce témoignait d'une présence vivante. Dans le salon, des jouets éparpillés formaient des petits obstacles sur le tapis et sur la table en bois clair s'accumulaient les cahiers de devoirs, les feutres sans bouchon, les listes de courses. Depuis l'adoption, les choses avaient évolué naturellement. Léa appelait désormais Thomas papa, sans hésitation, parfois même avec un certain amusement. Elle avait repris une scolarité à domicile, encadrée par un enseignant spécialisé que Thomas avait engagé. Elle progressait vite, absorbait le savoir avec une soif contenue depuis trop longtemps. Quant à Maxime, il se portait bien mieux. Sa respiration s'était stabilisée grâce aux traitements réguliers et ses nuits étaient plus calmes. Il reconnaissait les voix, tendait les bras, s'accrochait à la jambe de Thomas avec l'instinct confiant d'un enfant qui sait qu'il est protégé. Ce matin-là, Léa se leva tôt. Elle avait à peine dormi, mais non par angoisse. C'était une journée particulière, une étape symbolique, administrative peut-être, mais immense à ses yeux. Elle se regarda dans le miroir de la salle de bain, lissa ses cheveux, passa un pull crème que Camille avait autrefois porté sur une photo que Thomas gardait dans son bureau. Elle ne lui ressemblait pas physiquement, mais il y avait dans son regard une intensité similaire, une détermination douce, une volonté farouche de tenir debout.
Elle descendit l'escalier, Maxime dans les bras, et trouva Thomas dans la cuisine, en train de préparer du café. « Prête ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête. Maxime gazouilla, comme s'il confirmait lui aussi. Ils prirent la voiture. La destination n'était pas un tribunal, ni une mairie, ni un cabinet. C'était simplement le bureau de poste du quartier. Thomas avait fait changer les coordonnées officielles. Il avait rempli tous les formulaires. Ce jour-là, on devait installer la nouvelle plaque sur la boîte aux lettres. Une plaque simple, métallique, mais portant une inscription que Léa avait relue mentalement 100 fois durant la nuit famille Delcourt. Ils arrivèrent devant la maison. Le postier attendait déjà, une perceuse à la main, un petit sac en plastique contenant la plaque gravée. Il les salua, sourit à Maxime. Léa resta à quelques mètres, les bras serrés autour de son fils, regardant chaque geste avec l'attention d'un témoin d'événements historiques. Thomas s'approcha d'elle, posa doucement la main sur son épaule. « Tu veux la visser toi-même » Elle hésita puis accepta. Le postier lui tendit la perceuse. Thomas lui guida la main. Elle fixa la plaque avec précaution, appuya sur la gâchette. Le bruit perça l'air, bref mais net. Quand ce fut terminé, elle recula d'un pas, observa le résultat. Les lettres brillaient sous la lumière du matin. Famille Delcourt. Elle resta là un moment. Puis elle prit Maxime dans ses bras, le souleva et lui montra la plaque. « Regarde, c'est notre nom maintenant. » Maxime, trop jeune pour comprendre, babilla en réponse. Mais Léa sourit, un sourire franc, immense, qui transforma son visage d'une manière que Thomas n'avait jamais vue. C'était un sourire de victoire, non contre un ennemi précis, mais contre un passé entier, un sourire d'appartenance. Ils rentrèrent dans la maison. Thomas s'attarda un peu sur le pas de la porte, observant le jardin, les arbres, la ville en contrebas. Il pensa à Camille, à leur vie interrompue, aux décisions qu'il n'avait jamais prises à temps, et il comprit que rien n'était perdu, que certaines histoires ne naissaient pas du sang, mais des choix, des engagements, des blessures partagées. Dans le salon, Léa installait Maxime sur le tapis. Elle s'agenouilla près de lui tendit une peluche. Thomas les observa un moment, puis s'approcha, s'assit à côté d'eux. Léa leva les yeux vers lui. « Merci, dit-elle. » Il secoua doucement la tête. « Non, Léa, c'est moi qui te remercie. » Elle baissa les yeux gênée, puis dans un élan spontané posa sa tête contre son épaule. Il la serra doucement. Maxime, entre eux, gloussa, étira les bras, attrapa une mèche de cheveux de Léa. La scène, banale pour le monde, extérieure, avait pour eux la valeur d'un serment. Ils ne savaient pas ce que l'avenir leur réserverait. Il y aurait encore des difficultés, des douleurs, des regards en coin, des démarches sans fin. Mais ils étaient ensemble, et cela suffisait. Plus tard dans la journée, Léa ouvrit le courrier. Des factures, des publicités et une carte postale. Elle lut le nom de l'expéditeur, une ancienne éducatrice. Le message était court. « Je suis heureuse pour toi. Continue d'avancer, tu le mérites. » Elle montra la carte à Thomas, qui sourit. « Tu veux la garder ? » ?»« Oui, je vais. » »« La coller dans mon carnet. » Elle monta à l'étage, Maxime sur la hanche. Thomas, seul un instant, s'approcha de la fenêtre. Il regarda à nouveau la boîte aux lettres. Le nom s'y trouvait encore, comme une affirmation tranquille. Famille Delcourt. Ce nom ne désignait plus un homme seul. Il désignait désormais 3 vies réunies, non par le hasard, mais par un choix répété chaque jour. Un choix de rester, de protéger, d'aimer. Et dans cette maison autrefois silencieuse, une voix d'enfant s'éleva, joyeuse, répétant des sons sans logique, mais pleins de vie. Ils étaient une famille, et cela ne changerait plus.